Un millionnaire reste figé en voyant son ex-femme enceinte travailler comme serveuse. À Paris, dans un appartement panoramique surplombant la Seine, Alexandre Duret menait une existence que beaucoup qualifieraient de parfaite. À 39 ans, il était devenu l'un des entrepreneurs les plus influents du pays, fondateur et directeur d'une start-up de cybersécurité valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques. Ses conférences faisaient salle comble et son nom figurait sur toutes les listes des hommes les plus puissants du secteur technologique. Il vivait dans un monde rythmé par les contrats, les réunions stratégiques et les soirées mondaines, où le moindre détail de sa vie semblait millimétré. Mais ce qu'aucun article, aucun cliché mondain, ni aucun discours de gala ne révélait, c'était le silence. Ce silence sourd, omniprésent, qui enveloppait les moments où Alexandre restait seul. Une absence que rien ne comblait vraiment. Il n'avait jamais parlé publiquement de sa vie privée, et ceux qui le côtoyaient savaient instinctivement que certaines questions ne devaient jamais être posées. Parmi elles, Élise Moreau, son ex-femme, une femme dont le nom avait pratiquement disparu de tous les cercles parisiens. Officiellement, elle était morte il y a 7 ans, dans un tragique accident de voiture, alors qu'elle visitait sa mère dans le sud du pays. Mais jamais un corps n'avait été retrouvé, et l'enquête, bâclée selon certains, avait été classée comme un accident sans témoin ni coupable. Alexandre, depuis ce jour, s'était muré dans un mutisme froid. Il avait payé les frais funéraires, organisé une cérémonie discrète, puis avait disparu des radars pendant plusieurs mois, avant de revenir plus déterminé que jamais à bâtir un empire. Il ne prononça plus jamais son nom. Pourtant, chaque matin, en nouant sa cravate, en vérifiant ses emails ou en signant des contrats, quelque chose en lui résistait. Une partie qu'il avait laissée derrière, qu'il ne comprenait pas et qui le rongeait de l'intérieur. Élise n'avait laissé aucun mot, aucune explication. Juste ce vide, ce néant qui ne correspondait pas à la femme qu'il avait connue, aimée, épousée. Ses collaborateurs disaient de lui qu'il était un visionnaire, méticuleux, presque inhumain dans sa capacité à anticiper les failles. En affaires, il n'hésitait jamais. Mais dans ses gestes les plus banals, lorsqu'il pensait ne pas être observé, quelque chose trahissait une fragilité enfouie. Une main tremblante sur une photo ancienne dans un tiroir fermé à clé. Un regard perdu lorsqu'une chanson passait à la radio. Des nuits blanches, parfois, passées à relire de vieux messages effacés 100 fois. Ce jour-là, pourtant, rien ne laissait présager que sa vie allait changer. Il avait accepté, presque à contre-cœur, de se rendre à Avignon pour un séminaire technologique organisé par un de ses anciens associés. Un événement mineur, une formalité parmi tant d'autres, mais qui nécessitait sa présence. Il avait prévu d'y passer seulement 24 heures, arriver, faire son discours, serrer quelques mains, puis repartir à Paris pour un dîner important avec des investisseurs allemands. Le matin du départ, son assistant personnel lui remit un programme détaillé. Son costume était déjà préparé et son chauffeur attendait en bas avec la voiture. Tout était parfaitement orchestré, comme toujours. Dans l'avion privé qui le menait vers le sud, Alexandre consulta distraitement les rapports financiers de ses filiales asiatiques, sans réellement se concentrer. Il ne savait pas pourquoi ce voyage lui paraissait différent. Peut-être à cause de la destination. Le sud, les petites villes, les ruelles étroites, tout cela éveillait en lui des souvenirs flous, comme des fantômes qu'il croyait avoir enfermés à double tour. Arrivé à Avignon, il déclina le déjeuner organisé avec les autres participants du séminaire. Préférant manger seul, il demanda au chauffeur de le déposer dans le centre historique. Il voulait marcher un peu, prendre l'air. Le soleil tapait fort en cette fin d'après-midi et les touristes envahissaient les ruelles pavées. Il se sentait étrangement détendu, presque hors du temps. C'est en s'arrêtant devant un petit restaurant à la façade discrète, attiré par l'ombre projetée sur la terrasse, qu'il décida de s'installer à une table, seul, son téléphone à la main. Il s'absorba immédiatement dans ses emails, ignorant les bruits de couverts, les conversations alentour et les odeurs qui émanèrent de la cuisine ouverte, jusqu'à ce qu'une ombre passe devant lui. Un verre d'eau fut posé sur la table. Alexandre leva machinalement les yeux, distrait, et son cœur s'arrêta. Debout devant lui, en tablier noir et chemise blanche, les cheveux attachés à la va-vite, se tenait une femme qu'il aurait reconnue entre mille, Élise, ou son sosie parfait, vivante, réelle, à moins d'1 mètre de lui. Son regard à elle évitait soigneusement le sien.
concentrée sur le plateau qu'elle tenait contre sa hanche. Elle semblait crispée, presque nerveuse, et son ventre arrondi, clairement visible sous le tissu tendu de sa robe, indiquait qu'elle était enceinte, très enceinte. Il sentit le verre glisser de ses doigts, rattrapé de justesse avant de tomber. Aucun mot ne sortit de sa bouche, aucune pensée claire ne traversa son esprit. Il ne pouvait qu'observer, figé, comme si le temps s'était suspendu. Et à cet instant précis, tout ce qu'il croyait vrai sur les 7 dernières années de sa vie commença à s'effondrer. Il ne bougeait plus. Le coude admis posé sur la table, les doigts crispés autour du verre qu'il avait failli renverser, Alexandre fixait la jeune femme devant lui sans parvenir à cligner des yeux. Chaque centimètre de son visage, chaque nuance de sa voix, chaque geste anodin qu'elle faisait réveillait en lui une mémoire restée intacte. C'était elle, pas un sosie, pas une illusion née de la fatigue ou d'un désir enfoui. C'était bien Élise. Et elle était enceinte, très enceinte. Elle tourna les talons sans un mot et disparut entre les tables, comme si elle n'avait rien vu, rien reconnu. Son corps s'éloignait, mais Alexandre, lui, restait figé, incapable de détacher son regard de cette silhouette. Sa respiration était devenue courte, saccadée, comme si l'air autour de lui s'était brutalement raréfié. Pendant quelques secondes, il se sentit étranger à lui-même, comme si l'homme puissant qu'il incarnait dans toutes les sphères de sa vie venait d'être dissous par une vérité trop violente. Il avait envie de se lever, de la suivre, de crier son nom, mais quelque chose l'en empêchait. La peur, peut-être, ou l'instinct de préserver un moment trop irréel pour être brisé par une réaction impulsive. Il la suivit discrètement du regard pendant les minutes qui suivirent, observant chacun de ses déplacements dans la salle. Elle évitait soigneusement sa table, se contentant de servir les autres clients avec un professionnalisme mécanique. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses gestes étaient plus brusques qu'ils ne devraient l'être. Elle était tendue, crispée, comme si sa simple présence à quelques mètres de lui représentait un danger. Elle n'était plus la même qu'il avait connue, c'était évident, mais une part d'elle, enfouie sous cette façade nouvelle, restait inchangée. Il le sentait dans le moindre mouvement de ses mains, dans le léger tremblement qu'elle réprimait lorsqu'elle croisait brièvement son champ de vision. Il attendit. Le repas, pourtant servi rapidement, resta intact devant lui. Il ne mangea rien, pas une bouchée. Tout son être était concentré sur elle, sur sa façon de marcher, sur ce ventre arrondi qui trahissait une grossesse déjà bien avancée. À plusieurs reprises, il tenta de se convaincre qu'il devait se lever, l'interpeller, faire quelque chose. Mais il se ravisa chaque fois. Ce n'était ni le lieu ni le moment, pas au milieu d'inconnus, pas devant des regards curieux. Lorsque l'addition arriva, déposée par un jeune serveur différent, Alexandre ne protesta pas. Il régla en silence, puis sortit lentement sans se retourner. Une fois dehors, il s'adossa à un mur, les yeux fermés, tentant de reprendre le contrôle de son souffle. Son esprit tournait à une vitesse démesurée. Pourquoi Élise était-elle ici? Pourquoi avait-elle disparu 7 ans plus tôt, pour réapparaître maintenant, dans un rôle aussi improbable que celui de serveuse dans une ville de province? Et surtout, pourquoi était-elle enceinte? Était-ce son enfant? Était-ce celui de quelqu'un d'autre? La jalousie, l'incompréhension, la colère et la peur se mêlaient en lui dans un tourbillon insupportable. Il n'avait pas de plan, pas de stratégie. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il ne pouvait pas la laisser disparaître une seconde fois. Il resta à proximité du restaurant jusqu'à la fermeture. L'attente fut longue. Le soleil déclinait lentement, peignant les façades anciennes d'Avignon d'une lumière dorée, tandis que les rues se vidaient peu à peu de leur agitation touristique. À l'intérieur, les employés commençaient à ranger les tables, balayer le sol, éteindre les lumières. Il vit Élise passer derrière le comptoir, retirer son tablier, ajuster un gilet usé sur ses épaules. Elle parlait brièvement avec un collègue, puis se dirigea vers la sortie de service, un sac à la main. Alexandre se redressa, le cœur battant. Il n'avait pas prévu ce qu'il dirait. Il n'avait rien répété. Mais il ne pouvait pas fuir cette rencontre une seconde de plus. Quand elle apparut enfin dans la ruelle, seule, il s'approcha lentement. Élise. Elle se figea. Son dos se raidit. Elle ne se retourna pas immédiatement. Lorsqu'elle pivota enfin, lentement, ses yeux s'étaient durcis. Aucune surprise, aucune émotion dans son regard. Juste une distance glaciale. «
Vous faites erreur, dit-elle calmement. Je m'appelle Claire. Non, tu peux me mentir, tu peux faire semblant, mais je te reconnaîtrai entre mille. Elle détourna le regard, passa une main nerveuse sur sa nuque. Il vit ses doigts trembler légèrement. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Elle fit mine de s'éloigner, mais Alexandre lui barra le chemin sans brutalité. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mens? Tu es en vie, Élise. Et tu es enceinte. Est-ce que c'est mon enfant? Elle recula d'un pas, visiblement déstabilisée par la question, mais reprit immédiatement le contrôle de ses traits. Vous ne savez rien de moi, monsieur. Laissez-moi tranquille. Ne me traite pas comme un inconnu. Tu m'as quitté sans un mot. Tu as disparu, Élise. On t'a cru morte. J'ai vécu dans le doute pendant 7 ans. 7 ans à me demander ce qui s'était passé. Et maintenant tu es là, devant moi, comme si de rien n'était. Elle ferma brièvement les yeux, comme si elle tentait de chasser un vertige. Puis elle ouvrit de nouveau les paupières, les lèvres pincées. Je ne peux pas parler. Pas maintenant. Alors quand? Donne-moi une seule raison de ne pas tout abandonner pour comprendre ce qui s'est passé. Elle le fixa longuement, en silence. Un duel muet se jouait dans leurs regards. L'amour, la trahison, la peur, tout ce qu'ils n'avaient jamais dit flottait entre eux comme un nuage dense. Puis, finalement, elle tourna les talons sans répondre et s'éloigna d'un pas rapide dans la ruelle, laissant Alexandre seul, anéanti, avec plus de questions qu'il n'en avait jamais eues. Ce fut à cet instant qu'il sut avec une certitude implacable qu'il ne retournerait pas à Paris comme prévu. Les investisseurs pouvaient attendre, les réunions aussi. Le monde pouvait bien s'effondrer. Rien de tout cela n'aurait plus d'importance tant qu'il ne découvrirait pas pourquoi Élise avait fui, ce qu'elle fuyait encore, et surtout, pourquoi elle prétendait ne pas être elle-même. La nuit était tombée sur Avignon, enveloppant les vieilles pierres de la ville d'un calme opaque, presque irréel. Alexandre restait planté au même endroit où Élise, ou Claire, comme elle s'était obstinée à se faire appeler, l'avait quitté quelques minutes plus tôt. Les mots qu'elle avait prononcés, sa voix froide, son regard fermé, tout semblait orchestré pour maintenir la distance, pour effacer 7 années d'absence comme si elle n'avait jamais existé. Mais aucun masque, aucune stratégie ne pouvait dissimuler ce qu'il avait vu dans ses yeux. Elle l'avait reconnu. Ce n'était pas une supposition, pas un espoir né de son esprit affamé de réponses. C'était une vérité nue, brutale, et il n'avait jamais été aussi certain de quelque chose de toute sa vie. Il reprit lentement son souffle et suivit à distance prudente la direction qu'elle avait prise. Pas pour l'effrayer, juste pour savoir où elle allait, où elle vivait, s'il y avait quelqu'un qui l'attendait. Elle marchait vite, presque nerveusement, serrant son sac contre elle, son ventre arrondi l'obligeant à adapter son rythme. Plusieurs fois, elle se retourna brièvement, comme si elle sentait sa présence, mais elle ne le vit pas. Alexandre restait dans l'ombre, dans le silence, habité d'une tension qu'il ne parvenait plus à contrôler. Elle finit par entrer dans un petit immeuble ancien, à la façade décrépie, au fond d'une ruelle paisible, à quelques pas d'une placette bordée de platanes. La porte se referma derrière elle. Il resta là, longtemps, observant la lumière au 2e étage s'allumer, une silhouette passer derrière le rideau, puis le calme retomber. Le lendemain matin, il revint. Il n'était plus question de réunion, ni de responsabilité professionnelle. Il appela son assistante à Paris, lui demanda d'annuler tous ses rendez-vous pour une durée indéterminée. Aucun détail, aucune justification. Elle comprit, au ton de sa voix, qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Il avait loué une petite chambre d'hôtel non loin du centre, et de là il planifia avec une rigueur froide les prochaines étapes de ce qu'il ne nommait pas encore une enquête, mais qui en avait déjà tous les contours. Il voulait comprendre. Il avait besoin de savoir. Il retourna au restaurant en fin de matinée. Élise n'était pas encore là. Il s'installa à une table du fond, hors du champ de vision immédiat de l'entrée. Lorsqu'elle arriva, elle portait les mêmes vêtements de travail que la veille, les traits un peu plus tirés, comme si elle avait peu dormi. Elle croisa brièvement le regard d'Alexandre, mais cette fois, elle ne montra rien. Aucun sursaut, aucun trouble apparent. Elle s'affaira derrière le comptoir, évitant soigneusement sa section. Il la regarda en silence, pendant plus d'1 heure. Il n'attendait pas qu'elle vienne à lui. Il savait qu'elle ne le ferait pas. Il se leva juste avant la fin du service et resta à l'extérieur, dissimulé dans un renfoncement du mur d'en face. Elle sortit 1 heure plus tard,
comme la veille, seul. Il s'approcha, doucement. « Élise, murmura-t-il, cette fois plus calme, je t'en prie. » Elle s'arrêta, dos à lui. « Je t'ai déjà dit que je ne suis pas celle que tu cherches. » Il s'avança d'un pas, la voix plus ferme. « Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi. Ta façon de marcher, ton regard, même la façon dont tu pinces les lèvres quand tu es agacé, rien de tout cela ne s'invente. Tu es Élise, tu es ma femme. » Elle se retourna lentement, les yeux brillants. Pas de larmes, pas encore, mais quelque chose s'y bousculait. « Je ne suis plus ta femme, Alexandre, et je ne veux pas avoir cette conversation. »« Trop tard, dit-il. Tu m'as laissé croire que tu étais morte, tu as disparu. J'ai enterré une femme sans corps, j'ai pleuré ton absence pendant des années. Et maintenant tu es là, enceinte, à prétendre que je suis fou. » Elle resta silencieuse, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger de ses paroles. Un passant ralentit en les voyant, mais continua sa route sans intervenir. « Qui est le père de cet enfant ?» demanda-t-il enfin, la voix plus basse. Elle ferma les yeux quelques secondes. « Ce n'est pas ton affaire. C'est exactement mon affaire. Si tu es ici vivante après toutes ces années, si tu portes un enfant, tu me dois la vérité, ne serait-ce qu'un fragment. » Elle inspira profondément, puis laissa tomber les bras. « Tu ne comprendrais pas. Tu crois tout savoir. Mais il y a des choses que tu ignores et que tu ne dois pas savoir. Dis-le-moi alors. Laisse-moi au moins ça, la vérité. Même si elle me détruit. » Elle secoua la tête. « Non, parce que si tu savais tout, tu n'aurais plus cette certitude arrogante dans la voix. Tu ne serais plus aussi sûr de ce que tu crois être la vérité. Et moi, je n'ai plus la force de réparer tes illusions. » Elle tourna les talons à nouveau, mais cette fois, il ne la suivit pas. Il la regarda s'éloigner, les épaules basses, les pas lourds. Et dans ce refus, dans cette fuite renouvelée, quelque chose en lui s'ancra définitivement. Il ne s'agissait pas seulement d'un mystère personnel. C'était un mensonge plus vaste, plus ancien, une fracture qui allait au-delà de leur histoire d'amour. Quelque chose avait poussé Élise à fuir, à mentir, à effacer son existence entière, et il était désormais prêt à aller jusqu'au bout pour le découvrir. Le troisième jour, Alexandre avait cessé de prétendre être un client ordinaire du restaurant. Il ne s'y rendait plus pour manger, ni pour croiser Élise par hasard. Il y allait pour observer, pour écouter, pour déchiffrer ce qui n'était pas dit. Il s'installait chaque jour à la même table, dans un angle stratégique qui lui permettait de suivre chacun des mouvements d'Élise. Elle continuait à faire semblant de ne pas le voir, et il jouait le même jeu en retour. Une chorégraphie silencieuse s'était instaurée entre eux, une tension perceptible par les plus attentifs, mais ignorée par la majorité. Alexandre avait appris à se rendre invisible. À force d'habiter les lieux sans faire de vagues, il avait réussi à attirer la confiance d'un serveur du nom de Thomas, un jeune homme bavard, curieux, incapable de résister à l'envie de parler dès qu'on lui prêtait un peu d'attention. Ce fut par lui qu'Alexandre découvrit que la femme qu'il appelait Claire travaillait là depuis environ 8 mois. Elle s'était présentée un matin avec des papiers d'identité en règle, un sourire timide et un CV bref, quelques expériences dans des cafés de Marseille, un passage dans une boulangerie de Nîmes. Rien d'exceptionnel, mais suffisamment crédible. Personne ne lui avait posé de questions. Elle faisait son travail, arrivait à l'heure, ne participait pas aux conversations personnelles, repartait seule chaque soir. Une employée modèle, mais inaccessible. À partir de là, Alexandre orienta sa recherche. Il passa des heures dans des cybercafés, sur des bases de données publiques, dans des bureaux administratifs. Il tenta de trouver une trace du passé récent de Claire, de remonter sa piste. Mais tous les documents qu'il trouvait dataient de moins d'1 an. Aucune trace d'un contrat de location à son nom au-delà de cette période. Aucun relevé de sécurité sociale. Aucune mention dans des registres de santé ou d'éducation. Son existence administrative semblait avoir commencé au moment précis où elle avait décidé d'apparaître à Avignon. Ce genre de reconstruction n'était pas à la portée de n'importe qui. Il fallait une organisation, une stratégie, une raison. Ce vide éveilla chez Alexandre une inquiétude nouvelle. Et s'il s'était trompé? Et si cette femme, malgré toutes les ressemblances, n'était pas Élise? Et s'il se faisait des illusions? S'il poursuivait une chimère façonnée par le deuil et la culpabilité? Mais cette pensée ne dura pas. Chaque fois qu'il croisait son regard, même brièvement, il savait.
Son intuition, bien plus que les preuves matérielles, lui criait que c'était elle. Peu importèrent les mensonges, les papiers falsifiés ou les réponses évasives, c'était Élise. Il tenta une approche différente. Un matin, très tôt, il suivit discrètement ses pas depuis l'immeuble décrépit jusqu'à une boulangerie de quartier où elle acheta un croissant et une bouteille de lait. Il la vit échanger quelques mots avec la boulangère, sourire timidement, puis repartir en direction opposée à son domicile. Intrigué, il continua de la suivre, s'attendant à ce qu'elle se rende au travail plus tôt. Mais ce qu'il découvrit l'ébranla. Au bout de 15 minutes de marche, Élise s'arrêta devant une petite maison à un étage, au jardin envahi de mauvaises herbes, avec une rampe d'accès en bois usé. Elle frappa légèrement à la porte, puis entra avec une familiarité évidente. Alexandre resta à distance, caché derrière un mur. Quelques instants plus tard, il vit, à travers une fenêtre entr'ouverte, Élise réapparaître dans la pièce principale, aidant une femme âgée en fauteuil roulant à se redresser légèrement. Elle lui parla doucement, lui tendit un verre d'eau, caressa ses cheveux blancs avec un geste tendre, familier, intime. Son cœur se serra. Il reconnut immédiatement le visage de cette femme. C'était la mère d'Élise, Marguerite Moreau. Officiellement décédée, elle aussi, peu de temps après la disparition de sa fille. Alexandre avait assisté à la messe en son honneur, avait envoyé une couronne de fleurs, avait pleuré sincèrement. Et pourtant, elle était là, vivante, fragile, mais bien présente, soignée et protégée par la même femme qui se faisait passer pour une étrangère. Il dut s'asseoir sur un banc, tant la révélation le bouleversa. Le mensonge prenait une nouvelle ampleur. Élise n'avait pas seulement disparu, elle avait effacé 2 vies. Pourquoi? Quelle menace l'avait poussée à de telles extrémités? Quel danger justifiait la mise en scène de 2 morts, l'invention d'une nouvelle identité, le déracinement total? Il sentit une colère froide monter en lui, entremêlée d'une peur sourde. Quel genre de force l'avait contrainte à cet exil volontaire? Avait-elle fui une menace réelle? Ou s'était-elle perdue dans une paranoïa qu'il n'avait jamais perçue auparavant? En fin d'après-midi, Alexandre retourna au petit immeuble. Il patienta, nerveux, jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'Élise arriva enfin, fatiguée, tenant un sac de courses contre son ventre, il l'attendait devant la porte d'entrée. Elle s'arrêta net en le voyant, le regard chargé d'un mélange d'angoisse et de lassitude. « Tu as suivi mes pas maintenant? Tu veux quoi exactement ?» Des réponses. « Et tu vas me les donner ?» Elle serra les dents. « Tu crois que c'est si simple? Que tu peux débarquer dans ma vie après 7 ans, tout chambouler, et obtenir ce que tu veux? » « Non, dit-il, la voix posée. Je veux juste comprendre. J'ai vu ta mère. Je sais qu'elle est vivante. Je t'ai vu avec elle. Et tu sais quoi? Ça ne me met pas en colère. Ça me terrifie, parce que je ne comprends pas ce que tu fuis. Et je veux comprendre. » Elle le regarda longuement, comme si elle pesait chaque mot qu'elle n'osait pas dire. Puis elle baissa les yeux. « Demain, dit-elle enfin. Demain, après le travail, je te parlerai. » Il voulut réagir, mais elle le devança. « Une seule fois. Et après ça, tu me laisses tranquille. C'est tout ce que je peux te promettre. » Puis elle entra dans l'immeuble et disparut dans l'escalier, le laissant seul une fois de plus, avec ses doutes et cette promesse fragile, suspendue à un fil qu'il sentait prêt à rompre à tout instant. Le lendemain, le ciel d'Avignon était couvert d'un gris uniforme qui semblait annoncer la pluie sans jamais la laisser tomber. Alexandre s'était levé tôt, incapable de rester allongé plus longtemps. L'attente lui rongeait les nerfs, mais il s'obligeait à garder son calme. La promesse d'Élise résonnait encore dans son esprit. Elle allait lui parler. Il s'y accrochait comme à une corde tendue au-dessus d'un précipice. Tout ce qu'il avait vu jusque-là, son visage, ses silences, la vieille femme en fauteuil roulant, n'était que prélude. Il sentait qu'elle allait enfin déverrouiller une porte restée close trop longtemps. Mais rien ne garantissait qu'il obtiendrait toutes les réponses. Il se préparait à une vérité fragmentaire, à des phrases avortées, à des aveux interrompus. Il passa la journée dans un café anonyme, relisant ses propres notes, les détails qu'il avait rassemblés sur cette nouvelle vie d'Élise, essayant de tisser des liens entre les faits disparates. Chaque information semblait partielle, comme si elle lui offrait des morceaux d'un puzzle dont l'image centrale manquait encore. Il revit le visage de la mère d'Élise, celui de cette femme à laquelle on avait aussi attribué une mort prématurée, aujourd'hui vivante, logée dans une maison modeste, soignée par sa fille en secret.
Il se demanda si d'autres personnes dans leur entourage immédiat étaient aussi impliquées, s'il y avait des complices ou au contraire des témoins réduits au silence. À 19 heures précises, Alexandre se plaça à l'endroit convenu. Un petit square non loin du restaurant, à l'écart de la circulation, presque désert à cette heure. Les enfants étaient déjà rentrés chez eux. Les bancs étaient vides. Les lampadaires s'allumaient lentement. Le vent faisait bruisser les feuilles des platanes. Il s'assit sur un banc et attendit. 15 minutes, 30, 1 heure. À mesure que les aiguilles tournaient, l'angoisse montait. Avait-elle changé d'avis? Avait-elle fui de nouveau? Ou bien quelque chose lui était-il arrivé? À 20h30, il se leva, déterminé à se rendre chez elle. Mais alors qu'il contournait un massif de buissons, il la vit. Elle marchait lentement, les épaules voûtées, comme si chaque pas lui coûtait. Lorsqu'elle s'approcha, il comprit qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, son visage fatigué, fermé. Il voulut l'accueillir avec douceur, mais elle leva la main. Pas de mots inutiles. « Écoute, c'est tout. » Il acquiesça, silencieux. Elle s'assit sur le bord du banc, un peu à distance. « Je ne suis pas revenu pour toi, ni pour moi. Je suis revenu pour elle, » dit-elle en désignant un point invisible devant elle. « Ma mère, c'était la seule chose que je ne pouvais pas abandonner. » Alexandre attendit. Il ne voulait pas l'interrompre de peur qu'elle se referme à nouveau. « Le jour où j'ai disparu, tout est allé trop vite. Je ne peux pas tout raconter maintenant. Mais il faut que tu saches une chose, ce n'est pas toi que je fuyais. » Il tourna la tête vers elle, surpris. « Alors quoi? Qui? Pourquoi tout ça ?» Elle soupira. « J'ai reçu un avertissement, une lettre, un message anonyme. On me disait que je devais partir tout de suite sans me retourner, que ma vie était en danger, que la tienne aussi si je restais. Mais c'est absurde. Qui t'aurait menacé? Et pourquoi? Je ne savais pas si c'était vrai, mais j'avais découvert quelque chose. Quelque chose de grave. » Elle s'interrompit et à cet instant, elle porta la main à son ventre comme par réflexe. Alexandre suivit le geste du regard, incapable de détacher ses yeux de cette vie qu'elle portait. Puis elle reprit. « Je travaillais encore à la Duretech dans le pôle de gestion des accès sécurisés. J'ai remarqué une série d'anomalies, de transferts d'argent, des montants invraisemblables vers des comptes à l'étranger. J'ai pensé à une erreur au début. Puis j'ai compris que c'était trop structuré, trop précis. J'ai voulu t'en parler. Mais la veille, j'ai reçu cette lettre. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours considéré sa société comme un bastion inviolable. Que quelqu'un ait pu détourner des millions sans qu'il ne le voie était impensable. Et qu'Élise ait été en première ligne de cette découverte bouleversait tout. Tu aurais dû venir me voir, me dire. Je ne savais pas à qui faire confiance. Et la lettre disait que si je parlais, quelqu'un mourrait. Tu pensais que j'étais impliqué? Je ne savais plus. J'étais terrorisé. Et puis, j'ai découvert que ma mère était également surveillée. Alors j'ai pris une décision. Elle sortit de son sac un petit objet enveloppé dans un tissu, une clé USB. Elle la tendit à Alexandre, les mains tremblantes. C'est tout ce que j'ai pu sauver. Les autres fichiers ont disparu. Cette clé contient des extraits de journaux d'activité, des logs. Rien de définitif, mais peut-être que tu pourras comprendre ce que moi je n'ai pas su prouver. Il la prit, l'observa, puis la rangea dans sa poche intérieure. « Tu crois vraiment que quelqu'un voulait ta mort? Je ne sais plus ce que je crois. Je sais seulement que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, et qu'on m'a fait comprendre que le silence était la seule solution. » Elle se leva, soudainement lasse. « Je dois rentrer. Ma mère est seule, et je suis fatigué. » Il se leva à son tour. « Élise, ne dis rien. Pas maintenant. » Puis elle s'éloigna dans l'ombre. Alexandre resta là, les doigts serrés autour de la clé USB, le regard fixé sur le vide. Une pensée unique tournait dans sa tête. Il devait retourner à Paris et plonger dans les entrailles de sa propre entreprise. Car si ce qu'Élise disait était vrai, alors tout ce qu'il croyait avoir construit reposait sur une trahison. Le train pour Paris partait à 7h20 du matin. Mais Alexandre ne le prit pas. Il ne dormit pas non plus. Toute la nuit, il resta assis sur le fauteuil raide de sa chambre d'hôtel, la clé USB posée sur la table basse, ses yeux fixés sur l'écran d'un ordinateur portable qu'il avait fait venir en urgence. Il avait besoin de vérifier les fichiers immédiatement, de comprendre si Élise lui avait dit la vérité ou si la peur avait altéré ses perceptions. Il savait déjà que ce qu'elle avait vu ne pouvait pas être totalement inventé.
Trop de pièces du puzzle, jusque-là incohérentes, commençaient à s'emboîter avec une logique glaçante. Mais il lui fallait plus que de l'intuition. Il lui fallait des preuves tangibles. Les fichiers contenus sur la clé étaient en effet limités, mais précis. Des extraits de logs datés de 7 ans auparavant, des transferts vers des comptes hébergés à l'étranger, des accès au système en dehors des horaires habituels. Certains utilisateurs mentionnés dans les rapports n'existaient plus dans les bases actuelles. Des profils temporaires, créés puis supprimés pour contourner les contrôles internes. Le genre de traces qu'un technicien moyen ne pouvait pas remarquer, mais qu'un œil averti, comme celui d'Élise à l'époque, ne pouvait pas ignorer. Alexandre se rendit compte avec une rage croissante que ces opérations n'étaient pas des erreurs isolées. C'était un système parallèle, soigneusement pensé. Et ce qui l'atterra davantage, c'était la date des premiers transferts, quelques mois après la fondation de la société. Vers 6 heures du matin, il sentit sa tête tourner. Il n'avait ni mangé ni dormi. Il se passa de l'eau sur le visage, ferma l'ordinateur, glissa la clé dans sa poche et quitta la chambre d'hôtel sans savoir exactement ce qu'il comptait faire ensuite. Il n'avait pas l'intention de retourner immédiatement à Paris. Pas avant d'avoir parlé une dernière fois à Élise, pas avant de lui dire qu'il croyait désormais chaque mot. Il marchait dans les rues encore vides de la ville lorsque son téléphone vibra. Un appel inconnu. Il répondit. La voix à l'autre bout était tremblante. C'était une infirmière de l'hôpital d'Avignon. Une femme nommée Claire Moreau venait d'être admise en urgence pour douleurs abdominales sévères. Son état était stable, mais nécessitait une surveillance médicale. Elle avait donné le nom d'Alexandre comme contact. Aucun autre numéro. Sans réfléchir, il courut jusqu'à l'entrée de l'hôpital, prit un taxi pour raccourcir les rues trop longues. Son cœur battait à un rythme fou. Il imagina les pires scénarios, une fausse couche, une complication grave, un danger qu'il n'avait pas anticipé. Lorsqu'il arriva, il donna son nom à l'accueil. On l'orienta vers le service maternité. Élise était encore en salle d'examen. Il patienta dans un couloir vide, le dos appuyé contre un mur. Tout autour de lui, les bruits métalliques des chariots, les pas pressés du personnel médical, les murmures entre patients. Le temps semblait suspendu, étiré. Il revit dans sa tête l'image d'Élise, assise dans le square, les yeux rouges, la voix tremblante. Il pensa à leur passé, à leur appartement à Paris, aux promenades au bord de la Seine, aux soirées silencieuses où elle lisait pendant qu'il corrigeait des rapports. Une autre vie, balayée par un seul message anonyme. Au bout d'une trentaine de minutes, une médecin sortit de la salle et s'approcha de lui. « Monsieur Duret ?»« Oui, la patiente va bien. Ce sont des contractions précoces, mais sans gravité. Le bébé est en parfaite santé. Nous allons la garder en observation pendant 24 heures, par précaution. » Alexandre inspira profondément, soulagé. « Puis-je la voir ? Elle a demandé à vous parler. » On le guida jusqu'à une chambre à l'étage. Lorsqu'il entra, Élise était allongée sur le lit, pâle, les traits tirés mais éveillés. Elle tourna la tête vers lui sans parler. Il s'approcha doucement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'était juste une alerte. Ils disent que le bébé est fort. C'est ce qu'ils m'ont dit. » Il s'assit sur la chaise à côté du lit. « Je suis resté éveillé toute la nuit. J'ai regardé les fichiers. Je te crois, Élise. Il y a bien eu des transferts, des comptes fantômes, des connexions cachées. Ce n'est pas un fantasme. Tu n'as pas fui pour rien. » Elle le regarda longuement puis détourna les yeux. « Et maintenant, que comptes-tu faire ? » ?»« Revenir à Paris, accéder aux archives, fouiller plus profondément. Je ne peux pas rester les bras croisés après ce que j'ai vu. Je veux savoir qui t'a fait ça, qui nous a volé 7 ans. Tu penses que tu trouveras encore des traces après tout ce temps ? S'ils ont été négligents, oui. S'ils ont laissé des indices dans les couches profondes du système, je connais cette entreprise mieux que personne. Mais ce que je dois surtout faire, c'est revoir chaque nom, chaque employé qui aurait pu avoir accès à ces dossiers. Et il n'y en avait pas tant. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Il y a une personne à qui je pense, quelqu'un de proche. Julien Carrel. Élise le regarda avec étonnement. Julien, ton associé ? Tu penses que c'était lui ? Il avait accès au serveur. Il était au courant de la structure des comptes, du système de filtrage. Et il avait un mobile. Plus d'argent, plus de contrôle. C'est lui qui m'a poussé à adopter certains modules de sécurité externe, à déléguer certains accès. Et puis, il a quitté la société l'an dernier, sans explication. Depuis, plus personne ne sait exactement où il est.
Élise fronça les sourcils. « Tu crois qu'il est encore une menace? S'il est derrière tout ça, alors oui. Et s'il a su que tu étais encore en vie, il pourrait tenter de finir ce qu'il a commencé. » Un silence pesant s'installa. Puis elle murmura « Je n'ai plus la force de fuir. Tu n'auras pas à le faire. Cette fois, c'est moi qui vais te protéger. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Je ne veux pas que tu prennes de risques pour moi, Alexandre. Je t'ai déjà coûté assez. Tu ne m'as rien coûté. On t'a volé à moi. Et je compte bien te retrouver. » Elle tendit la main qu'il prit sans hésiter. Ce contact, simple mais chargé de sens, raviva quelque chose d'enfoui en eux. Une confiance ancienne, fragile, mais encore vivante. Pour la première fois depuis leur séparation, il n'y avait plus de mensonges entre eux. Seulement la promesse d'une vérité à reconstruire. Alexandre ne quitta pas l'hôpital immédiatement. Il resta assis près d'Élise jusqu'au petit matin, le regard posé sur elle, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, tangible, réelle. Malgré le calme apparent de sa respiration et la lumière douce de la chambre, son esprit bouillonnait. Les fragments de vérité qu'il avait obtenus la veille ne cessaient de tourner en boucle dans son esprit. Les fichiers, les faux accès, les transferts invisibles. L'ombre de Julien Carrel, son ancien associé, devenait de plus en plus présente dans cette fresque souterraine. Quelque chose lui échappait encore. Une pièce cruciale manquait pour que le tableau prenne son sens complet. Mais il sentait qu'il s'en approchait. Au matin, Élise dormait encore lorsqu'il quitta l'hôpital. Il lui laissa un mot simple sur la table de chevet. « Je reviens. Ne t'inquiète pas. » Il retourna à Paris en voiture, préférant éviter les aéroports et les gares. Il avait besoin de solitude, de silence, de distance pour organiser ses pensées. Les kilomètres défilaient, mais ses souvenirs restaient fixes, comme ancrés dans une boucle qu'il n'arrivait pas à briser. Il revoyait le premier jour où il avait rencontré Julien, les débuts brillants de Duretec, les longues nuits à construire une architecture de sécurité censée être infaillible. Et puis les premières divergences, les décisions prises à la hâte, les compromis techniques qu'il avait acceptés sous pression. Avait-il été trop confiant, trop naïf, ou simplement distrait par sa propre ambition? Une fois arrivé dans la capitale, il ne rentra pas chez lui. Il alla directement au siège de son entreprise. Il avait toujours conservé un accès total à l'infrastructure centrale. Il entra dans le bâtiment en dehors des heures de pointe, salua quelques employés surpris de le voir si tôt, puis se réfugia dans son bureau du dernier étage. Là, il verrouilla la porte, alluma son poste sécurisé et lança une série de scripts qu'il avait lui-même conçus. Il savait ce qu'il cherchait: des logs effacés, des mouvements anormaux, des métadonnées laissées dans les recoins les plus reculés du système. Ce travail de fourmi pouvait prendre des jours à une équipe entière. Mais Alexandre, lui, connaissait chaque recoin de la structure comme s'il l'avait gravé dans sa mémoire. Il retrouva d'abord les preuves visibles sur la clé d'Élise. Puis, au fil des heures, il mit la main sur des connexions effectuées à partir de réseaux obscurs, des périphériques inconnus, des zones de stockage temporaire utilisées puis supprimées dans la même journée. Certains identifiants correspondaient à d'anciens consultants, d'autres à des profils créés à la va-vite, sans validation interne. Une architecture parallèle, discrète mais bien réelle. Et au centre de cette toile, toujours le même nom revenait dans les métadonnées, Julien Carrel. Il apparaissait comme l'initiateur de plusieurs séquences, souvent masqué derrière d'autres identifiants, mais toujours identifiable à celui qui savait lire les empreintes digitales numériques. Ce fut à cet instant qu'Alexandre comprit qu'il n'y avait plus de doute possible. Julien avait manipulé le système dès les premières années, probablement à l'insu de tous. Il avait profité de la confiance, de la complexité du réseau et de la croissance rapide de l'entreprise pour dissimuler ses mouvements. Élise, par son poste à l'époque, avait eu accès à certaines anomalies, et elle avait compris trop tôt. C'était cela qu'on avait voulu étouffer. Alexandre continua de fouiller. Il découvrit un ancien message interne, archivé dans une base que personne n'utilisait plus. Une conversation entre Julien et un technicien datée de la veille de la disparition d'Élise. Le ton était vague, mais menaçant. Julien disait « Il faut que tout soit nettoyé avant que quelqu'un pose trop de questions. La priorité, c'est le silence. » Ce n'était pas une preuve directe, mais c'était une confirmation. Il y avait eu un plan. Et Élise, sans le vouloir, s'était retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Le soir venu, Alexandre se rendit à son appartement pour la première fois depuis son retour.
Il trouva dans la boîte aux lettres une carte postale, sans expéditeur. Une photo de la calanque de Sormiou à Marseille. Aucun mot au verso, juste une date griffonnée, 8 août. C'était dans 2 jours. Il comprit immédiatement. C'était Julien. Marseille avait toujours été sa ville refuge. Et la date n'était pas anodine. Peut-être un rendez-vous, peut-être un avertissement. Alexandre rangea la carte dans son portefeuille. Il n'en parla à personne. Le lendemain matin, il retourna à Avignon. Élise était réveillée, assise dans son lit, une couverture posée sur ses genoux. Elle le regarda sans parler. Il s'approcha, sortit son téléphone et posa sur la table les documents imprimés qu'il avait extraits des archives. « Tu avais raison », dit-il doucement. Depuis le début, c'était Julien. Il a tout orchestré. Les faux transferts, les profils anonymes, les menaces. Il savait que tu approchais de la vérité. Et il a tout fait pour te faire disparaître sans laisser de traces. Élise ferma les yeux, longuement. Puis elle les rouvrit, plus calme. Il savait que je n'aurais jamais gardé le silence. Alors il m'a fait peur. Il m'a forcé à fuir. Et je l'ai fait. Pour toi. Parce que je croyais qu'il te viserait aussi. Il t'a volé ta vie. Il m'a volé la mienne. Et maintenant, je vais le retrouver. Tu sais où il est? Il m'a laissé une piste. Marseille, le 8 août. Élise blêmit légèrement. Tu ne peux pas y aller seule. Je n'ai pas le choix. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on mette un terme à cette histoire. Pour toi, pour moi, pour cet enfant. Elle posa une main sur son ventre comme pour le protéger. Fais attention, Alexandre. Il hocha la tête, puis l'embrassa sur le front, sans un mot. Cette fois, il n'avait plus seulement la vérité en ligne de mire. Il avait un ennemi, une cible, et il comptait bien obtenir justice. Une fois la lumière du jour revenue, Alexandre se mit en route vers Marseille sans attendre. Il avait réservé une voiture à la dernière minute, refusant tout plan prémédité. Chaque kilomètre parcouru le rapprochait de la vérité, ou du moins de celui qu'il s'apprêtait à confronter, Julien Carrel. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par le bruit régulier du moteur et le ronron irrégulier du GPS. Sa détermination brûlait en lui, alimentée par la peur et l'injustice. Il pensait à Élise, à son enfant à naître, à tout ce qui pouvait encore être sauvé si Julien était enfin arrêté. En fin d'après-midi, il pénétra dans les quartiers plus anciens de Marseille, là où les ruelles étroites et les façades décrépites gardent les secrets. Il avait identifié une adresse via des métadonnées, un entrepôt désaffecté près du port, ancien centre logistique, aujourd'hui reconverti en quelque chose de flou, une plaque à demi effacée sur le mur, une porte métallique marquée de graffitis. Il gara la voiture à l'ombre d'une grue portuaire, s'équipa d'une veste sombre et marcha vers l'entrée. Il se trouva face à une porte verrouillée, soudée depuis longtemps, mais l'empreinte de Julien y figurait encore, traçant le chemin vers l'intérieur. Il contourna le bâtiment, chercha une fenêtre, un accès possible, et finalement trouva une porte de service partiellement dissimulée sous une bâche. Il l'ouvrit doucement, pénétra dans un espace vaste, poussiéreux, envahi par l'odeur de métal et de foin humide, des chariots rouillés, des palettes empilées, des traces d'activité récente malgré les apparences. Il se glissa à l'intérieur, sans bruit, silencieux comme une ombre. C'est alors qu'il le vit. Julien, debout devant une table grossière, sur laquelle était étalé un ordinateur portable, des documents confidentiels, des clés USB et quelques dossiers consacrés à Duretech et à Élise. Julien sembla surpris, les yeux écarquillés, avant de refermer brusquement le couvercle de l'ordinateur. « Alexandre », dit-il, d'une voix étrangement calme. Il ne répondit rien. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant sur le sol de ciment froid. « Tu n'aurais pas dû venir seul, dit Julien, le ton toujours maîtrisé. « Pourquoi tout cela? Pourquoi avoir menti sur la mort d'Élise et de ta mère si tu voulais protéger quelqu'un ?» demanda Alexandre, la voix vibrante de colère. « Ce n'était pas un mensonge, » rectifia Julien. « C'était une nécessité. Tu étais trop occupé. Et lorsque ta politique s'est durcie, tu es devenu intraitable. J'ai mis en place un système pour détourner de l'argent et maintenir une réserve de sécurité au cas où. Toujours dans l'intérêt de Duretech. Toujours? À quel moment une réserve interne implique-t-elle la destruction de vie, l'exil de la femme que j'aimais? S'énerva Alexandre. Cela a dérapé, plus que je ne pouvais contrôler. Et Élise est arrivée trop près des fichiers. Elle est devenue une menace pour l'équilibre que je voulais créer. Ce que j'avais imaginé comme une mesure temporaire est devenu un piège inconscient.
Pourquoi l'avoir surveillé autant? Et pourquoi impliquer sa mère? Demanda Alexandre d'un ton glacé. Julien marqua une pause. Il baissa les yeux. Ta femme était vigilante. Elle connaissait l'architecture plus que quiconque. Elle a aperçu les signaux faibles. Sa mère est enfermée dans ce mensonge, parce qu'elle tenait à elle. Dans ma peur, j'ai cru la protéger. Quelle erreur. Je suis désolé. Alexandre sentit un vertige. Les mots de Julien, maladroits, suffisaient à retranscrire l'ampleur de la tôle, mais pas assez pour l'âme blessée qu'il était encore. « Et maintenant, tu vas l'abandonner encore ?» continua Julien. « Non, tu ne l'abandonneras plus. Tu vas tout réparer. » Sans un geste violent, mais chargé de menaces, Alexandre avança, attrapa Julien par le col, lui appliqua la pression suffisante pour le maîtriser, sans aller jusqu'à blesser. Julien chancela puis murmura « Il y a des complices, des proches. Tu ne peux pas arrêter tout cela avec moi seul. » Alexandre relâcha la pression, le regard toujours dur. « Alors commence par me dire qui et où ils sont. » Julien répondit d'une voix basse mais déterminée. « Je peux t'aider, mais pas ici, et pas maintenant. » Un bruit sourd le coupa. Dehors, un camion de livraison s'arrêta. Alexandre tira Julien vers la sortie. Il ne savait pas si cette victoire serait totale, mais il avait enfin une entrée. Il le força à monter dans la voiture, conduisit silencieusement, tandis que Julien restait silencieux à ses côtés. Pendant le trajet, les ruelles maritimes défilèrent sous leurs phares, en contraste avec les ombres lourdes de l'entrepôt. La vérité commençait à peine à émerger, mais les pièces du jeu étaient en place. Alexandre savait que, pour protéger Élise, il devrait aller encore plus loin, dévoiler le réseau, exposer ceux qui avaient orchestré les menaces. Et pour cela, il n'avait besoin que d'une chose, que Julien tienne sa promesse. Julien resta silencieux durant tout le trajet entre Marseille et Avignon. Attaché sur le siège passager, les poignets libres mais sous constante surveillance, il semblait vidé de toute résistance. Alexandre, lui, conduisait d'une main ferme, le regard fixé sur la route comme s'il traçait une ligne droite vers la fin de cette année d'angoisse, de mensonges et de pertes. Le silence entre eux était dense, alimenté par les souvenirs, la trahison et la conscience qu'aucune réparation ne serait totale. Pourtant, ce qu'Alexandre avait entre les mains n'était plus seulement une vengeance personnelle. C'était une opportunité de démanteler ce qui avait corrompu la fondation même de sa société. Lorsqu'ils arrivèrent à Avignon, il fit descendre Julien à l'écart du centre-ville. Il ne voulait pas l'emmener à l'hôpital ni chez Élise. Pas encore. Il avait réservé une chambre dans un petit hôtel discret, où il pouvait le garder à l'œil. Julien n'opposa aucune résistance. Il entra dans la chambre sans un mot, s'assit sur le lit et attendit. Alexandre verrouilla la porte, posa son sac sur la table et alluma son ordinateur portable. Le moment était venu d'exiger plus qu'un simple aveu verbal. Il voulait des noms, des preuves, des documents. Et Julien n'avait plus le luxe du silence. « Tu vas m'écrire chaque nom, chaque contact, chaque transaction. Je veux savoir qui a profité, qui savait et qui t'a couvert, » dit Alexandre d'une voix sèche. Julien acquiesça, sortit lentement un carnet de sa poche intérieure, griffonna quelques lignes, puis leva les yeux. « Tu crois que j'ai tout gardé là-dedans ? » ?»« Non, j'ai appris à ne rien conserver sur moi. Tout est sauvegardé dans une base cryptée, sur un serveur indépendant. Mais je peux t'y conduire. Et pourquoi je te croirais ? Parce que je n'ai plus rien à perdre, et que tu veux protéger Élise et ton enfant. Moi aussi, à ma manière, je croyais la protéger. J'étais persuadé qu'en la forçant à fuir, je lui offrais une chance de survivre. Tu appelles ça une protection ? L'obliger à se cacher pendant 7 ans, à effacer sa vie ? Elle a cru qu'on allait la tuer, Julien. Je ne savais pas ce que les autres feraient. Je n'ai pas voulu aller jusque-là. Mais ce n'était plus moi qui contrôlais les décisions. Une fois le système en place, d'autres ont pris le relais. J'étais dépassé. Alexandre fulminait. Mais il savait que chaque seconde perdue en colère serait une seconde de moins pour empêcher une nouvelle catastrophe. Alors il s'assit face à Julien, ouvrit une interface sécurisée et le laissa entrer les données d'accès. Ce qu'il découvrit dépassa toutes ses anticipations. Une base entière de transactions occultes, des comptes ouverts sous des identités fictives, des correspondances chiffrées entre des membres d'un réseau interne qui agissait dans l'ombre de Duretech depuis presque 8 ans. Le tout relié à des entités financières offshore,
des entreprises écrans en Asie du Sud-Est et des consultants extérieurs qui n'avaient jamais été officiellement embauchés. Ce n'était pas un simple vol interne. C'était une organisation à part entière, insérée au cœur de l'entreprise, nourrie par la croissance, la confiance et la désinvolture des débuts. Alexandre téléchargea tout. Il savait qu'avec ces données, il pouvait saisir les autorités, lancer une enquête de grande ampleur. Mais il ne voulait pas que cela expose Élise. Elle avait trop souffert. Et surtout, elle portait leur enfant. Un futur qu'il devait préserver de cette laideur. Lorsqu'il quitta l'hôtel, il demanda à Julien de rester confiné dans la chambre. Il verrouilla la porte derrière lui, prit 2 copies des données et les envoya à 2 contacts de confiance. L'un, un avocat spécialisé en droit des affaires, l'autre, un ancien enquêteur privé. Il leur ordonna de préparer les procédures sans alerter la presse ni la police pour l'instant. Il voulait agir dans l'ombre, protéger ceux qui n'avaient rien à voir avec cette chute programmée. Ce n'est qu'en début de soirée qu'il retourna à l'hôpital. Élise dormait, le visage apaisé, une main posée sur son ventre. Il resta là un moment, sans faire de bruit, puis alla s'asseoir près de la fenêtre. Il regarda les lumières de la ville s'allumer une à une, les voitures défiler lentement dans la rue en contrebas. Et soudain, un cri. Une infirmière apparut à la porte. « Elle est en travail !» déclara-t-elle avec précipitation. Tout se figea. Alexandre se leva d'un bond, suivi des aides-soignantes qui entourèrent déjà Élise. Le couloir s'anima, les ordres furent donnés, le personnel courait. Il resta à ses côtés jusqu'au seuil du bloc obstétrical, puis dut attendre, impuissant, de longues minutes dans le couloir blanc et stérile. Il marcha de long en large, rongé par l'anxiété, mais cette fois, ce n'était pas l'inquiétude d'un homme perdu dans les méandres d'une trahison. C'était celle d'un futur père, d'un homme qui venait de traverser l'enfer et qui, au bout de cette nuit, espérait enfin retrouver une forme de paix. 1 heure plus tard, une sage-femme sortit en souriant. « Félicitations, c'est un garçon. La maman va bien. » Il sentit ses jambes faiblir. Il entra, les yeux embués, et découvrit Élise, épuisée mais rayonnante, tenant un petit corps endormi contre elle. « Louis », murmura-t-elle en le regardant. « Je veux qu'il s'appelle Louis. » Il s'approcha, posa la main sur le front du bébé, puis sur celle d'Élise. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Mais alors qu'il croyait que cette journée touchait enfin à son sommet d'émotion, l'infirmière revint, tenant une enveloppe dans sa main. « Une dame âgée est venue il y a 1 heure. Elle a demandé à vous remettre ceci. Elle a dit que c'était le bon moment. » Alexandre prit l'enveloppe, intrigué. Il la reconnut immédiatement. L'écriture sur le devant, fine, penchée, appartenait à Élise. « Tu as écrit ça ?» demanda-t-il. Élise le regarda, confuse. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, datée de 7 ans auparavant, scellée, jamais envoyée. Une lettre que quelqu'un avait gardée, cachée et qui, aujourd'hui, refaisait surface, prête à tout bouleverser une fois encore. Il n'avait pas encore lu la première ligne, mais déjà la lettre semblait brûler dans ses mains. Alexandre observait le papier jauni par les années, l'encre à peine fanée, les courbes familières de l'écriture d'Élise. Ce n'était pas une simple feuille. C'était une relique du passé, le témoin silencieux d'un moment suspendu dans le temps, d'un mot jamais prononcé. Il se tourna vers Élise qui, affaiblie mais curieuse, suivait chacun de ses gestes. « Tu es sûr de ne pas avoir écrit ça ?» insista-t-il. « Je ne me souviens pas d'avoir remis de lettre à qui que ce soit. Mais je me rappelle avoir écrit quelque chose, dans un moment de panique. Juste avant de partir, j'ai cru l'avoir jetée. » Alexandre n'attendit pas davantage. Il ouvrit lentement la lettre, déplia le papier avec précaution. Son cœur battait à un rythme irrégulier, et sa gorge se serra au moment où ses yeux se posèrent sur les premiers mots. « Alexandre, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire tout cela en face. Et je m'en veux. Je m'en veux plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Mais je dois fuir. Pour moi. Pour toi. » Il s'arrêta un instant. Il sentit quelque chose se briser doucement en lui. Il connaissait ce ton, cette sincérité dans la douleur. La lecture continua, de plus en plus haletante. « Je sais ce que tu penseras, que je suis lâche, que je te trahis. Mais crois-moi, ce n'est pas une décision contre toi, c'est une décision pour toi. Il y a des choses que je ne peux pas prouver, pas encore. Mais j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir, et quelqu'un quelque part a compris que je n'allais pas me taire.
Je suis enceinte, Alexandre. C'est la première fois que je l'écris, et je pleure en le faisant, parce que tu ne verras peut-être jamais cet enfant, parce que je ne saurai peut-être jamais si j'ai fait le bon choix, mais si je reste, je mets sa vie et la tienne en danger, et ça, je ne peux pas. Alexandre sentit ses doigts trembler. Il déglutit difficilement, continuant à lire dans un silence absolu. Je t'ai aimé, je t'aime encore, et peut-être que je t'aimerai toujours, mais il faut que je disparaisse, pour que tu vives, pour que lui vive. Si jamais la vérité ressort un jour, si un jour quelqu'un te remet cette lettre, alors tu sauras que je ne suis pas parti sans raison. Pardonne-moi, pour tout. La signature au bas de la page était tremblante. Élise. Il resta longtemps sans parler. Dans la pièce, seul le souffle régulier du bébé brisait le silence. Élise l'observait, les yeux embués, incapable de savoir si ce qu'il ressentait était de la colère, du soulagement, de la peine, ou simplement un mélange confus de tout cela. « Elle aurait dû t'arriver », murmura-t-elle. « Peut-être qu'on me l'a volée, peut-être qu'elle a été interceptée, mais je l'ai écrite pour toi. Je m'en souviens maintenant. » Alexandre leva les yeux vers elle. Il ne disait rien. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de changé, une douceur mêlée d'une profonde douleur. « Et maintenant tu la relis, 7 ans plus tard, au moment où ton fils vient de naître, » ajouta-t-elle dans un souffle. « C'est fou. »« Ce n'est pas fou, » répondit-il. « C'est une injustice. On nous a privés de tout, de ces années, de ces mots, de cette vie que nous aurions dû avoir. Mais pas une seconde, je ne t'en veux. Pas après avoir lu ça. » Il s'assit au bord du lit, prit doucement sa main. Elle avait perdu de sa force, mais restait chaude, vivante, familière. « Tu m'as protégée. Tu l'as protégée. Je ne savais pas. Et j'ai cru que tu m'avais abandonné, que tu ne m'aimais plus. Je t'aimais trop pour te mêler à ce chaos. J'avais peur qu'il te fasse du mal, que tu refuses de me croire et que tu te mettes en danger. J'ai mis 7 ans à comprendre que je ne savais rien, et que toi seul savais ce qu'il fallait faire. » Ils restèrent ainsi, les mains liées, sans parler, le regard fixé sur Louis, endormi dans son berceau transparent. À cet instant, plus rien d'autre n'existait. Ni les complots, ni les trahisons, ni le passé. Mais Alexandre savait qu'il restait une dernière chose à accomplir. Une chose que ni les aveux de Julien, ni la naissance de Louis, ni même cette lettre n'avaient pu effacer. Il restait une dette envers Élise. Un acte symbolique, mais essentiel. Quelque chose qu'il portait en lui depuis le jour où elle avait disparu et qu'il n'avait jamais pu formuler à voix haute. Il l'embrassa sur le front, se leva lentement, prit la lettre et la replia avec soin. « Je reviens ce soir, et je veux que tu sois là. Reposée, prête. Prête pour quoi ?» Il lui lança un dernier regard énigmatique, pour enfin tourner la page. Puis il sortit de la chambre, la lettre en poche, une certitude nouvelle dans le cœur. La fin approchait. Pas une fin tragique, pas une fuite, pas une disparition, mais une fin construite, digne, et peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose d'autre. Alexandre ne revint pas immédiatement à l'hôpital ce soir-là. Il avait besoin de temps, non pas pour fuir ce qu'il ressentait, mais pour comprendre pleinement ce que cette journée avait bouleversé. Il marcha longuement à travers les rues silencieuses d'Avignon, les mains dans les poches, le regard fixé sur le sol pavé. Il revivait mentalement chaque événement. La confession d'Élise, la trahison de Julien, les preuves accumulées, l'arrivée de Louis et enfin cette lettre que le destin avait retenue pendant 7 longues années. Il n'y avait pas de logique dans tout cela, seulement une accumulation de choix, de peurs, de gestes manqués, et maintenant un bébé qui n'avait rien demandé mais qui représentait désormais un avenir possible. Quand il rentra à l'hôpital, il trouva Élise éveillée, allaitant doucement leur fils. La pièce baignait dans une lumière douce. Elle ne dit rien lorsqu'il entra, elle lui sourit simplement, un sourire sans artifice, celui d'une femme qui n'attendait plus de miracle, mais qui accueillait chaque geste sincère comme un trésor. « Tu es revenu », dit-elle doucement. « Je t'avais dit que je reviendrais », répondit-il en approchant. Il s'assit près d'elle, observa le visage paisible de Louis contre sa mère. Il sentit en lui une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années, une paix inattendue. « On ne pourra pas tout effacer, Élise. Ni ce que tu as vécu, ni ce que j'ai ressenti pendant ton absence. Mais on peut choisir ce qu'on veut construire à partir de maintenant. Tu veux reconstruire quelque chose avec moi ?» demanda-t-elle sans détour. « Pas ce que nous étions, non.
Ce serait une erreur de penser qu'on peut simplement reprendre là où on s'est arrêté, mais on peut bâtir autre chose, à partir de ce que nous sommes aujourd'hui. Elle hocha lentement la tête. Il y avait dans son regard une maturité nouvelle, une résilience forgée par les épreuves. Elle ne cherchait pas à s'excuser, pas à réparer l'irréparable. Elle voulait seulement avancer avec dignité. « Tu n'as jamais refait ta vie ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. « J'ai essayé, » avoua-t-il. « 1 ou 2 fois. Mais personne ne pouvait te remplacer. Je me suis menti pendant un temps, j'ai travaillé plus fort, j'ai construit un empire, mais la vérité, c'est que tu étais là, toujours, dans un coin de ma tête, pas comme une obsession, pas comme un fantôme, comme une blessure qui ne cicatrise pas. » Elle détourna les yeux émue. « Je suis désolé. Non, ne le sois pas. Tu as fait ce que tu pensais juste, et tu avais raison de te méfier. Moi, je ne t'ai pas protégé. Je t'ai laissé partir sans comprendre. Aujourd'hui, je veux être celui qui te protège, qui vous protège, toi et Louis. » Elle sourit tristement. « Et Paris? Ta vie là-bas? Tu comptes tout abandonner? Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose. Je ne prendrai plus de décision sans toi. Si tu veux rester ici, on reste. Si tu veux partir, on partira ensemble. Je veux que tu sois libre, Élise. Mais libre à mes côtés, pas contre moi. » Elle le regarda longuement, puis tendit la main. Il la prit sans hésiter. À cet instant, il n'y avait plus d'incertitude, seulement la conscience partagée que la confiance ne se réclamait pas. Elle se méritait et se construisait lentement. Ils passèrent la nuit ensemble dans cette chambre d'hôpital, à parler à voix basse, à rire parfois, à observer leur fils dormir. Ce n'était pas un retour romantique, ni une déclaration de passion démesurée. C'était une alliance nouvelle, sobre, lucide, mais profondément sincère. Les jours suivants furent calmes. Élise et Louis reçurent l'autorisation de quitter l'hôpital. Alexandre les installa dans une petite maison en périphérie, plus discrète, plus confortable. Il fit venir du mobilier, des vêtements, tout ce dont un nouveau-né pouvait avoir besoin. Chaque objet qu'il achetait n'était pas une compensation, mais un symbole. Il était là, pleinement, et il resterait. Il appela également son avocat et ordonna le lancement d'une procédure discrète pour protéger Élise juridiquement. Son identité officielle allait être restaurée, ses droits rétablis, et toutes les irrégularités provoquées par son absence allaient être effacées. Il voulait que plus rien ne la rattache à cette période où elle avait dû se cacher. Pendant ce temps, Julien, toujours gardé sous surveillance, livra d'autres noms, d'autres détails. L'affaire prenait de l'ampleur, et Alexandre savait qu'un scandale exploserait tôt ou tard. Mais cette fois, il était prêt. Il avait des preuves, il avait des alliés, et surtout, il avait retrouvé sa force. Pas celle du PDG implacable, mais celle de l'homme debout, enraciné, capable d'aimer à nouveau. Un soir, Élise sortit dans le petit jardin derrière la maison, Louis dans les bras. Alexandre la rejoignit, s'assit à côté d'elle sur le banc en bois. « Il est calme, dit-elle, comme toi. Tu veux le porter ?» Il le prit, maladroitement au début, puis plus sûrement. Louis ouvrit les yeux, l'observa, puis referma doucement les paupières. « Tu crois qu'il nous pardonnera un jour ?» demanda Élise. « Il n'aura rien à pardonner. Il aura juste à vivre, et nous à l'aimer. » Elle posa la tête sur son épaule, et ils restèrent ainsi, un long moment, sans dire un mot. Ils ne savaient pas encore ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient qu'ils étaient ensemble. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela suffisait. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un équilibre fragile mais réconfortant. Élise retrouvait lentement le rythme d'une vie normale, sans peur de croiser un visage du passé, sans besoin de se cacher derrière un prénom d'emprunt. Louis, de son côté, remplissait la maison de son nouveau, de petits cris et de soupirs, de nuits hachées et de matins doux. Alexandre s'était fait au rôle de père bien plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Ses gestes maladroits s'affinaient. Il connaissait déjà les pleurs de faim, les sursauts de sommeil agités, les regards qui cherchaient un visage familier. Il avait mis son entreprise entre les mains d'un groupe de gestion temporaire, et sa priorité était désormais de réparer ce qui pouvait l'être, pas seulement au sein de Duretech, mais aussi dans ce qu'il avait laissé derrière lui avec Élise. Ce n'était plus une question de devoir, c'était une évidence. Chaque jour à ses côtés lui rappelait à quel point elle avait changé, non pas en essence, mais en posture. Elle n'était plus la jeune femme pleine d'enthousiasme qu'il avait épousée,
Elle était plus solide, plus ancrée, marquée mais entière. Elle ne demandait pas qu'on la sauve, elle acceptait simplement qu'on reste. Un soir d'automne, alors que les premières feuilles mortes tapissaient les ruelles d'Avignon, Alexandre prit la voiture seul. Il ne dit pas où il allait. Il embrassa Louis sur le front, serra doucement la main d'Élise et disparut derrière la porte. Elle ne posa pas de questions. Elle sentait qu'il y avait quelque chose, un poids qu'il portait encore et qui méritait d'être posé ailleurs, loin d'elle. Il conduisit pendant plus d'1 heure. Il avait réservé une salle dans un petit restaurant discret, celui-là même où il l'avait revue pour la première fois, celui où elle s'était tenue debout, une carafe d'eau à la main, le regard fuyant. La direction avait changé, le décor aussi, mais la structure restait la même. Les murs, les fenêtres, l'acoustique des couverts qui s'entrechoquent, tout cela portait encore l'empreinte de cette scène inoubliable. Il avait privatisé l'espace, demandé un service simple, sans éclat. Pas un dîner de gala, pas une démonstration, juste une table, 2 chaises, une lumière tamisée et une enveloppe sur la nappe blanche. Il revint la chercher 1 heure plus tard. Élise le vit apparaître sur le pas de la porte, vêtue sobrement, le regard plus calme que jamais. Elle comprit que ce qu'il allait faire maintenant n'avait rien à voir avec leur histoire passée, ni même avec l'enfant endormi dans la chambre. C'était pour eux deux, mais aussi pour lui-même. « Viens avec moi, dit-il. » Elle hocha la tête, attrapa un gilet et le suivit sans poser de questions. Le trajet se fit dans un silence respectueux, presque cérémoniel. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, elle ne comprit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, confuse, puis se figea. « C'est ici, » murmura-t-elle. « Oui, là où je t'ai revu. » Il tira la chaise pour elle, l'invita à s'asseoir. Elle obéit, intriguée, un peu inquiète aussi. Il s'assit en face, joignit les mains sur la table, puis sortit l'enveloppe qu'il avait posée là quelques heures plus tôt. Il la lui tendit sans rien dire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Le premier était une copie certifiée d'un acte notarié. Alexandre avait modifié l'organigramme de Duretek pour y inscrire un fonds en son nom, destiné à leur fils. Un capital inaliénable, protégé, qui garantirait à Louis, quoi qu'il advienne, une stabilité à long terme. Elle leva les yeux vers lui, déjà ému, mais il fit un signe de tête pour qu'elle continue. Le second document était un rapport complet, signé par les autorités, qui blanchissait définitivement le nom d'Élise. Il y était précisé que l'enquête menée à la suite des révélations d'Alexandre avait permis d'identifier plusieurs fraudes internes, orchestrées par Julien Carrel et un réseau de complices aujourd'hui sous investigation. Le rapport affirmait aussi qu'aucun élément ne liait Élise à ses activités illégales. Elle était officiellement réhabilitée. Ses mains tremblaient. Elle ferma les yeux un instant, puis rouvrit l'enveloppe pour en sortir le dernier document. Un acte de mariage vierge. Une feuille officielle, tamponnée, prête à être remplie. Elle leva lentement les yeux vers Alexandre. Il ne souriait pas. Il n'attendait pas de réponse immédiate. Il ne l'observait pas avec espoir ou peur. Il était simplement là, présent, prêt à lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de lui proposer. Un nouveau départ. Je ne veux pas te demander de tout recommencer, ni de m'aimer comme avant. Je ne veux pas prétendre qu'on peut effacer le passé. Ce n'est pas une demande en mariage, Élise. C'est une feuille blanche, une promesse que, si un jour tu veux écrire une autre histoire, je serai là, pas pour te réparer, mais pour avancer avec toi. Elle garda le silence, fixant le papier entre ses mains. Puis, lentement, elle le posa sur la table, plaça une main sur celle d'Alexandre. « Ce n'est pas une feuille blanche, dit-elle. C'est la première page, et je crois que je suis prête à écrire dessus. » Il ne répondit rien. Il serra sa main. Et dans ce geste, il n'y avait ni urgence, ni empressement. Juste une certitude tranquille. Quoi qu'il arrive, ils avaient repris le fil. Quelques jours après ce dîner hors du temps, la vie avait repris son cours, mais sans précipitation. Élise avait rangé le document du mariage vierge dans une boîte à souvenirs, juste à côté des premières photos de Louis, du bracelet de naissance et d'un mouchoir brodé que sa mère lui avait offert quand elle avait quitté la maison familiale. Ce n'était pas un refus, c'était une façon de dire « cela viendra en son temps ». Alexandre n'avait rien exigé. Il n'avait pas reposé la question, n'avait même pas mentionné cette soirée. Il vivait dans un accord tacite, dans une forme de reconstruction libre de pression, de devoir, de mise en scène. Louis grandissait vite. Chaque jour apportait son lot de sourires,
de première fois, d'émerveillement silencieux. Alexandre avait appris à changer les couches, à bercer sans impatience, à rester debout à 3 heures du matin sans consulter ses mails. Il s'étonnait lui-même de la facilité avec laquelle il avait délaissé son rythme de vie d'autrefois. Le téléphone sonnait encore parfois, des investisseurs, des partenaires inquiets, des journalistes flairant un scandale financier. Mais il n'était plus dans l'urgence de répondre. Il savait que l'essentiel n'était pas là. Le réseau criminel infiltré dans Duretech faisait désormais l'objet d'une enquête fédérale. Julien, malgré sa collaboration partielle, avait été placé en détention préventive dans l'attente de son procès. Ses aveux, corroborés par les documents extraits des serveurs, avaient permis d'identifier d'autres figures clés, dont un ancien directeur financier basé à Londres et une avocate spécialisée en montages fiscaux qui avait rédigé plusieurs des contrats frauduleux. La presse, bien sûr, avait fini par s'emparer de l'affaire, mais Alexandre avait su se maintenir en marge. Il avait désigné un porte-parole, diffusé un communiqué sobre, puis avait refusé toutes les interviews. La justice suivait son cours. Mais pour lui, la justice véritable était celle qui se déroulait chaque matin dans le regard de son fils, dans le calme retrouvé d'Élise, dans la lente guérison de cette douleur muette qu'ils portaient tous les deux depuis trop longtemps. Un samedi matin, alors que les marchés du centre-ville bourdonnèrent d'activité, Alexandre sortit seul, un sac vide à la main. Il marchait lentement, profitant du soleil de fin d'automne, saluant quelques commerçants avec qui il avait tissé des liens simples mais sincères. Il n'était plus le millionnaire parisien aux allures inaccessibles. Il était devenu un homme parmi les autres, l'un de ceux que l'on reconnaît, que l'on respecte, mais que l'on regarde dans les yeux. Ce jour-là, il acheta du pain frais, quelques légumes de saison, du fromage local. Puis, au détour d'un étal, il aperçut une femme âgée en fauteuil roulant, poussée par une infirmière. C'était la mère d'Élise, Marguerite Moreau. Elle le vit aussi, et son regard s'illumina. Il s'approcha d'elle, s'accroupit à sa hauteur. « Bonjour, Madame Moreau. Tu peux m'appeler Marguerite maintenant, répondit-elle malicieuse. Ils échangèrent quelques mots simples. Elle lui demanda des nouvelles de Louis, s'étonna de voir à quel point il avait grandi et lui glissa à voix basse. « Elle est plus sereine, tu sais. Depuis que tu es là, elle n'a plus peur. Et moi non plus. » Alexandre sentit sa gorge se nouer, mais il se contenta d'acquiescer. Il savait que ce genre de reconnaissance valait plus que tous les articles de presse, plus que tous les applaudissements reçus lors de conférences ou de remises de prix. En rentrant chez lui, il trouva Élise assise dans le jardin, un livre à la main, Louis endormi contre elle. Il s'approcha sans bruit, posa le sac près de la porte, puis s'assit à côté d'elle. « Ta mère m'a dit quelque chose de beau, » murmura-t-il. « Elle dit toujours des choses justes quand elle se sent écoutée, » répondit Élise sans lever les yeux de sa lecture. Il la regarda longuement. Elle était là, à portée de main, et pourtant toujours en mouvement, toujours à reconstruire des fragments d'elle-même. Il n'avait pas besoin de déclaration. Il savait ce que chaque silence contenait. Le soir même, après avoir couché Louis, ils restèrent un moment sur le canapé. Elle lui montra un carnet dans lequel elle avait commencé à écrire. Des pensées, des souvenirs, des projets. Il lut quelques lignes, puis s'arrêta sur une page blanche. « Tu l'as laissée vide exprès ?» demanda-t-il. « Oui, c'est pour toi. Tu peux écrire ce que tu veux. Une phrase, une date, un engagement. » Il prit un stylo, hésita, puis écrivit « Ici commence notre vraie vie. » Elle lut, hocha la tête, puis posa le carnet sur la table. Ils ne dirent rien de plus. Quelques jours plus tard, ils firent une promenade tous les trois dans le parc principal de la ville. Louis dormait dans sa poussette, le soleil perçait entre les branches. Des enfants jouaient non loin, des couples lisaient sur des bancs. C'était une scène banale, sans éclat, mais parfaite dans sa simplicité. Alexandre s'arrêta, se pencha vers Élise et lui murmura « Tu sais, il y a 7 ans, j'ai cru que tout s'était arrêté. Aujourd'hui, je sais que ce n'était que le début. » Elle sourit doucement, sans répondre. Et ainsi, dans cette lumière douce d'une fin de matinée, leur histoire ne se termina pas. Elle reprit simplement, sans bruit, là où elle aurait toujours dû continuer.